Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et merci de votre fidélité. François Mitterrand sur le porte-avions Clemenceau, c'est l'image du jour. Dans une interview exclusive accordée à Antenne 2 ce midi, le chef de l'État précise que la mission de l'aéronaval n'est pas terminée. Nous ne sommes pas des belligérants, a-t-il dit, mais nous pouvons devenir des médiateurs dans le conflit Iran-Irak. Analyse et commentaires dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. La situation dans les territoires occupés, résolution de l'ONU et avertissement américain contre la répression israélienne, des attaques injustifiées, estime Jérusalem. Sur le terrain, l'armée arrête 300 Palestiniens. Alger, cité du bonheur pour 11 mères de famille. Elles retrouvent leurs enfants nés de mariages franco-algériens. Tout on a un espoir, les ramener en France le temps des vacances scolaires. Le prix du brigadier pour Jean-Paul Belmondo. Il a été élu aujourd'hui meilleur acteur de l'année. En 30 ans de carrière, le premier vrai bâton de maréchal pour Bébel. L'injustice ou l'erreur est réparée. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Oui, avant de développer tous ces titres, je vous donne cette information qui vient de tomber sur les telex de l'AFP. Nouveau détournement d'avion en Italie. Un avion de la compagnie hollandaise KLM a été détourné ce soir par un pirate de l'air sur l'aéroport de Fiumicino à Rome. L'appareil est un Boeing 737, c'est tout ce que l'on sait pour le moment. D'autres informations vraisemblablement et peut-être des images avant la fin de cette édition. François Mitterrand sur le porte-avions Clemenceau. Au-delà de l'image symbole que vous avez vue tout à l'heure, cette visite était très attendue par les pays arabes riverains du Golfe Persique. Certains craignaient visiblement que la France ne rappelle ses unités de l'aéronaval. Le président a tranché. Notre mission, a-t-il dit, n'est pas terminée. Écoutez-le. Nous avons cette force qui est là pour préserver nos intérêts. Si nous avons besoin de protéger, de riposter, d'assurer en somme notre présence qui correspond aux intérêts les plus évidents, non seulement d'une grande puissance, la France, mais aussi d'un pays qui a besoin de s'approvisionner en pétrole. Cette force est là en réserve. Elle se fait respecter. Quel sera le critère d'appréciation? À partir de quel moment déciderez-vous du retour du groupe aéronaval vers la France? Je ne pourrais pas vous le communiquer à l'instant. Si je le savais avec précision, je ne suis pas sûr que je vous le dirais. Mais ce que je puis vous dire en tout cas, c'est que ce moment n'est pas arrivé. Voilà, dans quelques instants, toujours à bord du porte-avions Clemenceau, question d'actualité et premier commentaire. Avant cela, eh bien, je vous propose de retrouver le chef de l'État sur le navire amiral de la flotte française dans l'océan Indien, François Cornet. Le porte-avions Clemenceau et son escorte. Un groupe aéronaval parti de Toulon le 30 juillet dernier, en pleine guerre des ambassades entre l'Iran et la France, et qui passera Noël ici, en mer d'Oman. Le retour, le président de la République lui-même n'en connaît pas la date. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui aux 2000 hommes du Clemenceau. Une consolation pour ces équipages, ils passeront leur réveillon de Nouvel An à Bombay et reprendront ensuite leur patrouille opérationnelle en mer d'Oman aux abords du détroit d'Ormuz. Le show aérien présenté ce matin au chef de l'État est un exercice quasi quotidien sur le Clemenceau. Personne n'oublie la tension dans le Golfe où les pétroliers continuent de flamber pratiquement tous les jours sous les tirs des missiles. Ce qu'a vu aujourd'hui François Mitterrand, c'est la mission normale du porte-avions. Dissuasion, capacité opérationnelle et état d'alerte permanente. En souhaitant bon Noël sur place aux équipages, le chef de l'État a voulu marquer par sa présence l'importance qu'il attache à la mission de ces forces françaises dans cette région de tension. Oui, tout de suite un premier commentaire, Georges Bortoli. Est-ce que l'on peut dire ce soir que la France se pose autant en médiateur qu'en gendarme du Golfe? En tout cas, M. Mitterrand a bien dit, bien répété que
la présence du groupe aéronaval français ne menaçait pas l'Iran, que la France n'était pas l'ennemi de l'Iran. Donc une façon de désamorcer, autant que faire se peut, les soupçons iraniens devant le maintien de ces 25 bâtiments, de ces 6000 marins français. De l'autre côté, du côté des pays arabes du Golfe, alors aucun problème. Non seulement ils sont d'accord avec cette présence militaire française, mais pour la plupart ils sont demandeurs car ils y voient une protection. Alors il faut ajouter que sur cette décision du maintien du Clemenceau et des autres bâtiments français, les Iraniens ne pourront pas essayer de jouer l'Élysée contre le gouvernement comme ils ont essayé de le faire par le passé, car sur ce maintien de notre flotte, eh bien, M. Chirac, M. Giraud, le ministre de la Défense, ont tenu tout récemment des propos complètement identiques, complètement conformes à ceux que le président de la République a tenus aujourd'hui. Donc, sur cette question très importante, très primordiale, il y a bien consensus total, véritable, même si, dans d'autres parties de son interview, le président de la République s'est davantage démarqué du gouvernement, disons. Tout à fait, nous allons l'écouter. Dans l'interview qu'il nous a accordée aujourd'hui, le chef de l'État n'a esquivé, vous allez l'entendre, aucune question d'actualité. Il a parlé tour à tour des Iraniens expulsés, de l'incarcération du vice-président du FLNKS et des ventes d'armes françaises à l'Iran après mars 86. 3 questions, 3 réponses. Le président est interrogé par Élie Vanier et Paul Amar. Pour ce qui touche à l'expulsion des Iraniens, il y a le droit. Il faut que les conditions juridiques qui s'attachent à la qualité de réfugié politique, qui a le droit de bénéficier de l'asile politique, au regard de nos lois, comme au regard de la Convention de Genève, il faut que ces conditions soient respectées. L'ont-elles été? Si elles ne l'ont pas été, alors il faut remettre en position la discussion sur le droit des réfugiés en question. La relation entre la France et l'Iran est décidément très complexe. Le Monde hier et le journal Le Matin aujourd'hui affirment que les ventes d'armes à l'Iran se sont poursuivies après mars 1986. Avez-vous des informations, Monsieur le Président? Je n'ai pas d'informations, non. Je connais les affirmations de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le ministre de la Défense, et je me fie à ces déclarations. Non, le rôle de la presse, bien entendu, c'est toujours d'aller plus loin. C'est son rôle, c'est ce qui fait la grandeur des démocraties. Yewene a donc été pour le moment incarcéré. Le gouvernement a demandé au ministère public de faire appel de cette décision. La décision sera donc revue le 28 décembre, on ne sait pas encore dans quel sens. Et vous avez vous-même reçu récemment M. Tjibaou. Le devoir du gouvernement et le mien, c'est de saisir ou de créer toutes les occasions d'accélérer ou de provoquer l'apaisement. Ça, c'est notre devoir. Il n'est pas d'exciter les antagonismes, d'aggraver des querelles qui finiront mal. Il est de faciliter le dialogue. Il est évident que des décisions comme celles qui viennent de frapper M. Yewene ou le cas échéant qui frapperait M. Tjibaou ne vont pas dans ce sens. Les Kanaks, dans leur culture, leur identité culturelle, dans leur histoire, dans leurs intérêts économiques, dans la possession de la terre, doivent être respectés. Et il faut qu'ils le sentent. C'est vrai qu'il faut sortir enfin en Nouvelle-Calédonie de l'époque coloniale. Voilà, dernière petite phrase enregistrée ce matin sur le Clemenceau par l'équipe d'Antenne 2. Le président a rappelé que la France et l'Allemagne sont militairement alliés, mais que la décision d'engager ou non notre force nucléaire dépendait du seul président de la République française. Restait une question incontournable. Serez-vous, monsieur le président, candidat en 1988? Le président s'est bien gardé de répondre, mais il s'avoue quand même touché par les appels qui lui parviennent. Écoutez. Moi, je suis président de la République. J'exerce ma fonction. Et dans l'état présent de mes réflexions, je ne me pose pas d'autres questions. Et ça va être une période un peu difficile, entre le mois de janvier et le mois de mai. Et je dois, dans la mesure de mes moyens, veiller à ce que ça se passe bien, à ce que ça se passe le mieux possible. Alors ne m'embarquez pas dans des discussions qui sont hors de saison. Pas d'extrapolation, bien compris. En attendant 1988, le président Mitterrand est arrivé en Égypte dès cet après-midi pour une visite de 72 heures. Le président passera les fêtes de Noël dans la région du Caire. Il aura un déjeuner de travail quand même avec Hosni Moubarak vendredi matin avant de regagner Paris.
Dans les territoires occupés, la fermeté du gouvernement israélien inquiète visiblement l'opinion internationale depuis quelques jours. L'ONU déplore les pratiques israéliennes. Une résolution a d'ailleurs été votée dans ce sens hier soir. À cette occasion, les Américains se sont montrés très critiques en évoquant une répression qualifiée d'inacceptable. À Washington, le commentaire de Jacques Abouchard. Soir après soir, depuis 15 jours, les télévisions américaines multiplient les reportages sur la situation explosive qui règne à Gaza et en Cisjordanie occupée. D'abord prudentes, les réactions officielles américaines sont devenues plus fermes, puis ouvertement critiques envers l'État hébreu. Ronald Reagan déclarait hier « Les dirigeants israéliens sont peut-être indifférents aux réactions de l'opinion internationale, mais il n'empêche que le monde est préoccupé ». La Maison-Blanche a de plus déploré l'usage excessif de balles réelles par les soldats israéliens. L'ambassadeur d'Israël a d'ailleurs été convoqué au département d'État, dont la représentante, Mme Phyllis Hoacley, a estimé qu'il est temps que les deux camps en finissent avec leurs explications étriquées sur les causes de la violence. Enfin, au Conseil de sécurité, le délégué américain à l'ONU, Herbert Okun, s'est simplement abstenu dans le vote d'une résolution déplorant la répression israélienne. C'est un sérieux revers pour Jérusalem qui comptait sur un veto de Washington. Après le vote, le représentant des États-Unis, M. Okun, a estimé, contrairement aux thèses israéliennes, que les violences du côté palestinien n'étaient ni orchestrées ni téléguidées de l'extérieur. Elles sont, a-t-il dit, l'expression spontanée d'une frustration collective. Voilà, aujourd'hui à Tunis, on a appris que l'OLP envisageait sérieusement la création d'un gouvernement palestinien en exil et la proclamation d'un État palestinien indépendant en Cisjordanie et à Gaza. Voilà tout ce que l'on peut dire ce soir. À Bruxelles, les ministres européens de l'industrie ont planché une nouvelle fois sur le problème de la sidérurgie. Problème épineux sur fond, vous le savez, de fermeture et de quotas de production. Les experts sont formels. Pour que la sidérurgie européenne soit compétitive, il faut réduire la production de 7,5 millions de tonnes avant un an, avant le 10 juin 88. Certains n'ont pas attendu cette échéance. C'est le cas de Solac, en Lorraine. Mesures draconiennes, plus modernisation de l'outil de travail, égale, semble-t-il, compétitivité retrouvée. Reportage de Jean-Pierre Métivet. La toute dernière façon de produire de l'acier, par écran interposé. C'est l'un des nouveaux investissements qui ont permis à la Solac d'être bénéficiaire pour la première fois depuis 8 ans. Un événement dans la sidérurgie. Il y a peu, on demandait encore aux employés de renoncer à des augmentations de salaire. Geste symbolique qui pour certains explique aussi le succès actuel. Il y a eu déjà des compresseurs effectifs, une modernisation des installations et puis une prise de conscience des gens qu'il fallait faire quelque chose pour redresser. On ne pouvait pas continuer à être subventionné pendant des années et des années par l'État français. Autre signe du renouveau, les salariés reçoivent désormais une prime d'intéressement aux bénéfices, du jamais vu dans la sidérurgie. Pour l'instant, on a dans les 300 ou 400 francs. Enfin, on espère avoir plus par la suite. Si l'entreprise fait des bénéfices, voilà, ben, j'espère, mais on fait tout pour qu'elle en fasse. Si l'entreprise replonge dans le rouge, là, il faudra verser une partie de votre salaire, non? Ah ben, je pense pas quand même. Mais ce n'est pas toute la sidérurgie qui sort du rouge, uniquement celle des aciers plats. Et que ce soit la Solmer, Solac ou Usinor, ils relèvent tous désormais d'une direction unique. Il n'y a plus aujourd'hui de lutte fratricide entre le nord et l'est, entre l'est et le sud. Aujourd'hui, nous sommes coordonnés, nos démarches sont uniformes, elles sont des démarches tournées vers la clientèle et vers la participation de notre personnel. Cet équipage-là, c'est vous. Le personnel, aujourd'hui, on le mobilise. Vidéo sur la crise de l'acier, et derrière l'écran, chaque atelier s'engage à respecter des objectifs de qualité. C'est le nouvel esprit maison, étonnant lorsqu'on songe à la chirurgie sauvage de ces dernières années. À la Solac, les effectifs ont diminué de moitié en 10 ans, passant de 16 000 à 8 000 personnes. Sans doute une autre clé du redressement des aciers plats en France. Reste l'autre secteur, celui des aciers longs, les rails, les poutrelles. Mais là, la perspective de bénéfice n'est toujours qu'un rideau de fumée. L'économie toujours, quelques heures après l'annonce du fameux accord du Congrès américain sur une réduction du déficit budgétaire, les 7 pays les plus riches du monde se prononcent contre une nouvelle baisse du dollar. Ils annoncent également qu'ils vont tout mettre en œuvre pour corriger les déséquilibres économiques. Alors on pouvait s'attendre, Philippe Sassier, à une reprise ou à un déclic sur les marchés financiers. Apparemment ce soir il n'en est rien. Pourquoi ?
Écoutez, il y a une petite reprise, mais effectivement moins forte que prévu. En fait, il faut attendre quelques semaines pour juger du véritable impact de cet accord. La trêve des confiseurs ne permet pas de se faire une idée très précise des répercussions de cette déclaration sur les marchés d'échange et sur les marchés boursiers. À la veille de Noël, ces marchés, vous le savez, sont peu actifs. C'est un bon accord, dit-on à Paris, au ministère des Finances. À Londres, avec un flegme tout britannique, on estime qu'il s'agit d'un bon signe. À Washington, on souligne la volonté américaine de coopérer à stabiliser les monnaies, mais on ajoute aussitôt que les États-Unis ne sont nullement engagés à stabiliser le dollar. Alors, est-ce que la montagne a accouché d'une souris? C'est ce que certains observateurs affirmaient aujourd'hui sur les grands marchés internationaux, où on a quand même enregistré une légère remontée du dollar. Et puis, pour d'autres observateurs, on a enrayé la chute du dollar, et cet accord signifie que les 7 ont sifflé la fin de la bagarre dans la cour de la récréation monétaire et qu'il ne faut pas se montrer trop pessimiste. Pour combien de temps? Eh bien, c'est la question qui se pose. Les 7 doivent maintenant démontrer que leur déclaration s'appuie sur une véritable concertation politique, faute de quoi le dollar rebaissera et les inquiétudes remonteront. Merci Philippe. On enchaîne, voici les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous partirons pour Alger en compagnie de 11 mères de famille qui ont retrouvé le sourire à la veille de Noël. Le lieutenant Assis, élevé au grade de capitaine de corvette, dans un contexte de crise, le président argentin a finalement cédé aux pressions de la marine. L'épreuve de force n'est pas écartée pour autant. Raoul Alfonsine a également ordonné la mise à la retraite de cet officier, considéré comme un symbole de la répression pendant la dictature. La station orbitale Mir accueille ses nouveaux occupants. 3 cosmonautes soviétiques sont arrivés aujourd'hui à bord d'un vaisseau spatial Soyouz. Ils doivent remplacer Yuri Romanenko et son coéquipier. Avec 320 jours à bord de Mir, Romanenko détient le record de séjour en station orbitale. Il devrait rejoindre Terre le 31 décembre. Des Pères Noël pour Alain Guillot, le comité de soutien aux photographes français emprisonnés à Kaboul s'est rendu cet après-midi à l'ambassade soviétique à Paris. Les manifestants ont tenté en vain de remettre des cadeaux pour Alain Guillot. Son procès aura lieu bientôt, a indiqué le chargé d'affaires français à Kaboul qui a rencontré. Le drame des couples mixtes franco-algériens, toujours à la une de l'actualité, avec cette fois l'image de l'émotion et de la joie des retrouvailles. 11 mères de famille françaises vont passer les fêtes de Noël avec leurs enfants là-bas. Le différend entre Paris et Alger autour des droits de visite semble s'estomper. Et ce soir, ce sont enfin les retrouvailles. Certaines mères vont même pouvoir repartir en France avec leurs enfants. Dominique Verdaillan. Moment d'attente, d'angoisse et surtout d'incertitude dans un salon de l'aéroport d'Alger. Ces enfants attendent l'arrivée d'une mère qu'ils n'ont pas vue pour certains depuis plusieurs années. Pour 11 mères de famille, ce voyage est celui de l'espoir et peut-être celui d'une certaine réconciliation. Leur détermination, parlementer de vive voix avec leur ex-époux dans le seul but de permettre à leur enfant de passer Noël en France. Des embrassades, des regards, des gestes, des sourires qui ne doivent pas faire oublier qu'un contentieux demeure. Je suis venue pour le voir ici parce que son père ne voulait pas me l'envoyer. Oui, je voudrais l'emmener avec moi parce que je trouve que à son âge, sa place c'était près de sa mère. Rachida, elle, n'avait pas revu ses enfants depuis 2 ans et demi. Je veux dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que je vais les emmener au moins pour les vacances. Mais toutes les retrouvailles ne se passent pas aussi bien. Certains parents restent sur leur position. Toute la soirée, les représentants des 2 gouvernements se sont efforcés de régler les contentieux qui résident entre parents et de les assurer que les accords sur le droit de visite transfrontière signés à Strasbourg sont aujourd'hui plus que jamais valables. Les mères se sont engagées à laisser leurs enfants rentrer en Algérie début janvier. Mais ici, à Alger, le refus du père est suffisant pour bloquer tout départ d'enfants vers la France. Si des pères s'opposaient encore aujourd'hui au séjour en France de leur enfant pour les vacances avec toutes les garanties qui sont données de leur retour, ce serait la démonstration que les accords au cas par cas, ça ne peut pas être une solution pour l'avenir, une solution viable. Ce soir, sur les 11 mères venues à Alger, 5 sont sûres de rentrer en France avec leurs enfants. Pour 4 d'entre elles, c'est l'échec pur et simple. 2 autres attendent que leur fille, jusqu'ici retenue, arrive à Alger dans la nuit. Oui, je vous le disais tout à l'heure en ouverture du journal d'antenne de 20h, un avion de la KLM, un avion hollandais, a été détourné en fin d'après-midi sur l'aéroport de Fiumicino à Rome. Tout de suite des précisions en direct de Rome avec l'un des correspondants de l'AFP. Un
million de dollars, c'est ce que réclame le pirate de l'air qui a détourné ce soir sur l'aéroport de Rome un avion de la compagnie hollandaise KLM. L'appareil, un Boeing 737 avec 91 personnes à bord, reliait Amsterdam à Milan où il devait atterrir à 18h25. Mais peu avant 19h, le pilote a demandé l'autorisation d'atterrir à Fiumicino. L'avion, qui est garé sur une aire de parking isolée, a été immédiatement entouré d'un important dispositif de sécurité. Les services de police de l'aéroport romain, qui craignaient des attentats à l'approche des fêtes, étaient en état d'alerte depuis plusieurs jours. Le 27 décembre 1985, un commando palestinien avait ouvert le feu sur le comptoir de la compagnie israélienne El Al, faisant 16 morts et 89 blessés. Rome, Antoine Froidefond, AFP Audio. Merci. En URSS, nuage sur la fameuse glasnost. Jeudi dernier, dans le magazine Résistance consacré aux droits de l'homme, en URSS, Noël Mamère nous présentait un reportage consacré à un nationaliste estonien, Heikki Ahonen. Au lendemain de cette interview, l'intéressé a été convoqué par la police et depuis, on pense qu'il a été envoyé en camp de travail. Corinne Pertuis. L'Estonie est une des républiques baltes du nord de l'URSS. Heikki Ahonen est estonien, nationaliste estonien. Pour cette raison, il a déjà fait 4 ans de camp. Il a été amnistié en février dernier. Nous l'avons rencontré le 1er décembre chez lui, à Tallinn. Il nous avait raconté ses conditions de détention. Il nous avait dit quelles étaient ses espérances pour l'avenir. Que l'URSS soit réellement un pays démocratique, que les nations soviétiques puissent choisir librement leur destin. Le 18 décembre, au lendemain de la diffusion de Résistance, Heikki Ahonen est convoqué par la police. On lui laisse le choix entre 3 ans de camp et le travail forcé à Tchernobyl, le nettoyage de la centrale. Il choisit cette peine. Hier, des médecins devaient l'examiner et le déclarer apte au travail forcé. En prenant la parole, Heikki Ahonen savait quel risque il encourait. Il nous en avait parlé très clairement. Mais vous ne craignez pas de retourner en prison à cause de cette interview ? Je ne sais pas, je n'ai jamais changé d'attitude. J'ai toujours dit ce que je pensais, mais la télévision française n'était jamais venue. Je pense que les contacts avec la presse étrangère de l'Ouest nous protègent. C'est notre seule défense, notre seul recours. Voilà l'initiative du magazine Résistance d'Antenne 2. Un comité de soutien à Heikki Ahonen est en voie de constitution. Chez nous, monsieur Yves Montand, à la une des journaux, pour la première fois, le grand public découvre que certaines stars se font payer pour participer à des shows d'information télévisés. Montand a bien touché, il le confirme, 800 000 francs, 80 millions de centimes pour son passage sur l'émission de TF1 Question à domicile de samedi dernier. Aujourd'hui, le comédien répond, il répond en disant « Je n'ai rien volé ». Il faut dire que cette pratique est courante aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour les hommes politiques. Chez nous, c'est beaucoup moins évident. Isabelle Bechler. Pouvoir d'achat baisse de 5%. Là, je sens déjà qu'ils sont en train de donner un coup de pied à l'appareil. Bon. Et ceux qui possèdent, majoration de 10% d'impôts. Oui, alors maintenant, c'est eux qui cassent le poste. C'est eux qui cassent le poste. Vous n'êtes pas candidat. Ouais. Hein. 800 000 francs de cachet pour chanter 3 chansons et annoncer aux Français qu'ils allaient devoir se serrer la ceinture. 800 000 francs pour 1h30 d'émission, c'est choquant pour certains, pas pour Montand. Pourquoi ferais-je des cadeaux à M. Bouygues? Est-ce qu'il en fait, lui, dans les affaires? Mais même un chômeur me dirait que je suis un imbécile si j'ai la possibilité de demander que je ne le demande pas, voyons. De fait, TF1 a battu un record d'audience ce soir-là. L'ambiguïté, s'il y en a une, réside dans le caractère politique du discours de Montand. Et l'on craint soudain la contagion. Et si les hommes politiques à l'avenir demandaient des cachets? C'est une question de propreté. Certains en touchent déjà pour jouer, pas pour parler politique. 1000 francs par émission, comme n'importe quel saltimbanque. Mais tous ces hommes politiques ont versé leur cachet à des associations ou des bonnes œuvres, à droite comme à gauche, l'honneur est sauf. Autre type de prestation, pas de cachet selon les services comptables de la première chaîne, mais il n'y a pas non plus de message politique, officiellement. Quand les politiques parlent politique, pas question encore en France de les rémunérer. Certains pourtant y songent. Il y en a un qui a fait un peu en guise de boutade une allusion à la rémunération, c'est Jean-Marie Le Pen. Un jour où je venais de lui refuser l'autorisation de vendre la cassette de l'heure de vérité à la fête bleu, blanc, rouge, il m'a dit c'est moi qui assure l'audience d'Antenne 2 et vous refusez de me rémunérer. Dans les pays anglo-saxons, pas de problème pour rémunérer les prestations audiovisuelles des politiques, c'est systématique. Mais cela ne va pas quand même jusqu'à aligner leur cachet sur l'audience escomptée.
Autre star, autre prix, vous allez le voir, Jean-Paul Belmondo a reçu ce matin le prix du Brigadier pour sa performance d'acteur dans Keane. Keane est à l'affiche depuis 11 mois au théâtre Marigny à Paris. Belmondo est ému car pour lui c'est une grande première. Georges Bégou. Assistance des grands jours ce matin à la mairie de Paris pour la remise par Jacques Chirac d'une bûche de Noël bien singulière à Jean-Paul Belmondo. Le prix du Brigadier décerné par un jury de professionnels, symbolisé par l'instrument, le Brigadier, qui sert à frapper les 3 coups. L'émotion, sans doute, Jean-Paul le tient à l'envers. Ce brigadier, toute ma jeunesse, m'a fait peur. Quand je l'entendais frapper, j'avais l'estomac qui se nouait, mais c'était une belle peur. Et bon, aujourd'hui, je l'ai aussi, parce que quand on reçoit un prix, il faut remercier. Évidemment, et c'est pas commode. Surtout que moi, je n'ai pas l'habitude de recevoir des prix. Ça fait 37 ans que je fais l'acteur. 28 ans que je suis ce qu'on appelle une vedette et c'est la première fois que je reçois un prix. Vous voyez qu'il ne faut jamais se désespérer. Pour Antenne 2, le petit scoop, là, l'année prochaine, Cyrano de Bergerac, Robert Hossein et la Comédie Française? La Comédie Française, je ne sais pas encore. Je parle avec mon ami Le Poulain, nous verrons. Mais en tout cas, Cyrano, c'est sûr. Jacques Chancel, vous êtes avec nous en direct. Il faudrait peut-être songer à inviter Belmondo quand même dans un grand échiquier. Hein. Je dois dire que là, il a réalisé un exploit avec Keane et il était temps quand même qu'on lui donne un prix. Moi, personnellement, je suis content. Et c'est vrai que nous avons déjà parlé avec Jean-Paul Belmondo d'un grand échiquier. Bon, il n'avait pas tellement le temps, où il tournait des films, ou alors il était sur la scène du théâtre. Là, cette fois-ci, comme il va donner ses dernières, peut-être aura-t-il un peu de temps, mais avec un nouveau prix, il va encore avoir de nouveaux contrats. Eh oui, de nouvelles prétentions. Alors on recommence, quoi. En attendant, Jacques, vous nous parlez de l'émission de ce soir. Bon, alors 3 émissions ce soir, Henri. Ouais. On commence avec le grand échiquier, qui est consacré, c'est bien la moindre des choses, dans cette période de Noël. Nous ouvrons les fêtes de Noël, consacré à l'école de danse de l'Opéra. Donc cette école est à Nanterre. Toute l'école de danse, 116 élèves autour de Claude Bessy réunis. Ils dansent, ils jouent, ils chantent et puis ils ont des invités. Yves Montand, avec lequel je n'ai eu aucun problème. Serge Lama, Gilles Vigneault, Ivry Guitlis, Émile Naoumov, beaucoup de vedettes qui sont venues et qui ont été demandées par les élèves eux-mêmes. Et puis un peu plus tard, il y aura le journal. Notre journal, c'est-à-dire vers 23h40, et tout de suite après le journal, alors ici, sur cette 22 avenue Montaigne, qui est décorée aux couleurs de l'hiver, eh bien nous aurons une collection de haute fourrure avec 75 modèles représentant les grands couturiers de l'avenue Montaigne, des chevaux, des chiens, vraiment énormément de couleurs, énormément de panache, et puis l'environnement qu'il nous faut. Et tout de suite neige à la montagne, et vous avez tout ce qu'il faut. Mais regardez, il neige déjà. On annonce qu'il n'y aura pas de neige à la montagne. Nous en avons 22 avenue Montaigne. Et c'est vraiment une création tout à fait magique d'Antenne 2. Et je voudrais vous dire qu'après cette présentation qui sera assurée par Olivier Massard et réalisée par Françoise Boulin, je vous rappelle que le grand échiquier est toujours réalisé par André Frédéric, eh bien nous aurons Robinson Crusoe. Alors c'est un opéra d'Offenbach, revu et corrigé par Robert Derry, avec l'orchestre et les chœurs de l'opéra, dirigé par Tabachnik. Alors voilà. Merci, et ne prenez pas froid. Que la neige commence. Tout à fait. Merci Henri. Merci et bonne soirée. Merci Henri. À défaut de neige, nous on va parler de brouillard, et malheureusement brouillard est synonyme de carambolage, Laurent. Oui, effectivement, tous les jours pratiquement il y a des accidents de plus en plus graves. Il y a énormément de carambolage, comme par exemple celui qui s'est produit aujourd'hui sur l'autoroute Dunkerque-Lille, où 30 voitures se sont heurtées. Il y a eu 10 blessés, dont 2 gravement atteints. Malheureusement, ces images deviennent maintenant un peu trop quotidiennes. Les brouillards sont là et ils persistent. Demain, nous allons les retrouver. Le titre de notre météo, vous l'avez aperçu, c'est le grand échiquier. Pourquoi? Bien parce que nous avons des cases sombres et des cases moins sombres. Nous avons donc des brouillards qui vont persister une grande partie de la journée sur une grande moitié nord de la France, pratiquement comme aujourd'hui. Vous voyez, je trace cette ligne de démarcation, si je puis dire, entre les zones brumeuses et celles qui le seront un petit peu moins. 2 poches ensoleillées quand même sur les Pyrénées et puis sur la vallée du Rhône et les Alpes. Encore une fois, il fera beau en montagne. Vous avez bien de la chance si vous y êtes, même s'il n'y a pas trop de neige. Et puis pour les températures, elles sont à la baisse. Observez bien celles qui sont proches de votre domicile. J'en profite pour vous donner quelques gelées. Demain matin, à Limoges, Clermont-Ferrand, Nancy et Reims. Là, il y aura donc des gelées au lever du jour. Voilà donc pour la couleur du ciel. Et quand même, demain, nous fêterons les Adèles. Les Adèles répondront à l'appel pour une semaine et puis pour 1 minute de soleil en plus. Priorité à l'information. Depuis tout à l'heure, nous vous parlons du détournement d'avion qui se déroule en ce moment même sur l'aéroport de Fiumicino à Rome. Je viens d'apprendre que le pirate de l'air a menacé de faire sauter l'avion.
L'avion transporte 85 passagers et 6 membres d'équipage. Il avait décollé à 16h50 de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol et devait atterrir à Milan aux alentours de 18h25. Le sport en bref, automobile, Yannick Dalmas, le Français, a signé un contrat de 3 ans en Formule 1. Il courra l'année prochaine dans l'écurie Larousse-Calmels. Football, affaire Ivinec, suite, on en termine. Un mandat d'amener a été lancé contre le président du stade brestois par le juge d'instruction colombien. Suite logique, mais acharnement que ne comprend pas visiblement François Ivinec. Les pronostics du quartet et du tiercé pour demain. Le prix de Belfort, c'est à Vincennes, 20 partants. Il faudra jouer le 20, vous voyez comme moi, le 19, le 17, le 14, le 9, le 4, le 11 et le 16, 20, 19, 17, 14, 9, 4, 11 et 16. Prochain rendez-vous d'information 23h30 avec Hervé Claude. Demain, dès 6h45, vous avez rendez-vous avec Roger Zabel et toute l'équipe de Télématin. C'est Jacques Séguéla, le publicitaire que l'on ne présente plus, qui sera l'invité des 4 vérités. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.